Alix Panlou, merci tout d'abord de participer à ce débat autour des régionales. À mes côtés pour vous interroger, Emmanuel Brun de l'Éco-Républicain et Philippe Ramond de la République du Centre. Alix Panlou, vous êtes la tête de liste départementale pour le Cher et la tête de liste régionale pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Debout la France, comment vous situez-vous sur l'échiquier politique, Alix Panlou ? Alors, on se situe plutôt à droite. On prône le gaullisme social. Donc en fait, souvent on nous situe entre l'UMP et le FN. Les Républicains, donc. Les Républicains. J'aime pas ce terme. C'est un nom de parti, je pense, qui est mal adapté et qui n'est pas assez représentatif. Donc entre les Républicains et le FN, sauf que en fait, nous on veut pas forcément être entre les deux, on veut prendre de la hauteur et rassembler la droite. Et donc on est plus global au niveau droite. On se présente comme un parti de rassemblement plutôt que comme un parti classé à la droite de la droite ou à la gauche de la droite, comme certains nous placent parfois. En termes de place, on vous situe plus près du Front National que du Front de gauche. On a des thèmes communs avec le Front de gauche aussi, hein. Et puis vous savez, on présente ça sous forme d'hémicycle, mais on voit quand même que les extrêmes circulent beaucoup entre eux, et les gens du Front de gauche passent beaucoup plus facilement au Front National et vice-versa que... Vous parlez des thèmes communs. Pour les thèmes communs avec le Front National, on peut parler de la gestion des migrants. Exactement. Qui arrivent en région centre maintenant. Comment allez-vous traiter ce dossier ? Alors, les migrants, en fait, la problématique, c'est pas de les accueillir. La problématique, c'est de les intégrer. Donc, il faut bien penser que même si on a des gens qui sont qualifiés, qui ont un bac plus 5, qui sont avocats, qui sont médecins, on ne peut pas forcément les intégrer aussi facilement qu'on le voudrait. Je m'explique. Mon mari, je vais prendre un exemple, mon mari est polonais, c'est un immigré polonais, il est venu avec ses parents, mon beau-père ingénieur bac plus 5, ma belle-mère est économiste bac plus 5, et puis derrière, arrivé en France, on leur a dit, écoutez, on ne peut pas vous trouver un travail qui soit adapté à vos qualifications, vous allez devoir faire du ménage, parce que justement, on n'a pas les moyens de vous intégrer dans la société française. Donc après, ils sont partis de zéro en faisant du ménage, en faisant de la mécanique, en travaillant dans des casses. Après, ils ont repris une entreprise, mais ça a été vraiment un parcours du combattant. Et avec 10% de chômage, je pense qu'on n'a pas les moyens d'intégrer ces personnes-là en région centre. Mais est-ce que globalement vous êtes pour l'accueil des migrants ou contre l'accueil des migrants ? Est-ce que vous prenez la fermeture de Schengen, ce qui est quand même aussi une similitude certaine avec le Front National. Quelle est votre position sur les migrants, pour ou contre, tout simplement ? Relativement contre, dans le sens où il faut absolument que ça soit contrôlé. On doit faire un bilan des besoins qu'on a en France et justement permettre à des personnes qui correspondent à ces besoins de venir en France. Mais au-delà de l'accueil, il faut penser en fait politique étrangère, puisque c'est bien beau de dire on ferme les frontières, on ferme les yeux. Alors je sais bien que ça fait mal au cœur. Moi aussi ça me fait mal au cœur de voir un gamin mort sur une plage. Franchement, qui pourrait être insensible à ça ? Mais derrière, il faut bien penser qu'on pourra sortir de cette solution que si on vient en aide à la Syrie. Très bien. Et notre sondage BVA vous crédite de 4%. Oui. Vous espérez faire mieux ? Alors, on fera beaucoup mieux, je peux vous le garantir, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le sondage a été fait uniquement sur mon nom. Donc, Alix Panlou, Debout la France, ça parle pas forcément. Sauf que quand on dit Debout la France, le parti Nicolas Dupont-Aignan, tout de suite on dit oui, effectivement, c'est le parti Nicolas Dupont-Aignan, donc ça prône des idées que j'ai déjà entendues. Donc on a fait l'expérience dans d'autres régions où on a vu une différence de 3-4 points quand on citait le nom de Nicolas Dupont-Aignan, comme c'est le cas, ce sera le cas pour le nom de la liste, liste Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Et du coup ça parle un petit peu plus aux gens. Donc vous rajoutez déjà 3-4 points. Puis après vous avez l'incertitude statistique qui est de l'ordre de 4%. Et en plus de ça, le sondage a été réalisé avant que les listes de l'Union du Centre soient dévoilées.
C'est-à-dire que y a pas mal de gens qui m'ont appelé depuis que les volets ont été récemment. Ouais. Hein, pour me dire, voilà, on est vraiment déçus des listes de Vigier. Ils ont oublié des personnes fondamentales dans le Cher, dans l'Indre-et-Loire. Alors, je pense notamment à Aymar de Germay. Mais comment il a pu se priver d'un atout comme Aymar de Germay, qui a fait la campagne depuis le mois de mai? Bon, après, c'est sa décision. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui vont voter pour nous parce que ils en ont marre de la politique de copinage comme on voit chez Vigier. Et est-ce que vous donnerez des consignes de vote au soir du 6 décembre? Des consignes de vote, mais on sera au deuxième tour. Ça, je vous le garantis. Donc, je sais bien que les simulations n'ont pas été faites en nous intégrant au deuxième tour, mais je peux vous garantir qu'on sera au deuxième tour. Et donc, les consignes de vote, ça sera pour voter pour nous au deuxième tour. Et en cas de catastrophe naturelle, et si vous n'êtes pas au second tour, vous appelleriez à voter pour qui? Est-ce que vous donnerez une consigne de vote? Les gens, ils sont grands. Hein. D'accord. Donc vous ne donnerez pas de consigne de vote? Non, mais les gens, ils sont grands, ils savent décider. Mais je vous garantis quand même qu'on sera au deuxième tour. Et il faut arrêter aussi de faire le deuxième tour avant de faire le premier tour. Et ça, je le déplore un petit peu. Autre sujet, l'économie, puisque l'emploi reste la préoccupation majeure des habitants de la région, comme ceux de la France. Quel levier vous proposez pour endiguer la dégradation de l'emploi régional, qui a quand même chuté de 2% depuis le début d'année? Oui. Si vous voulez, moi ce que je constate, c'est que depuis 20 ans, on a un axe Orléans-Tours qui a été relativement privilégié au niveau des entreprises, au niveau de l'emploi. Mais derrière, le Perche, le Berry, la Beauce, la Sologne et puis l'Est du Loiret aussi, faut le préciser, sont complètement laissés pour compte. Donc ce qu'on propose, c'est vraiment un plan d'action au niveau des entreprises. Il faut arrêter le clientélisme. Donc première action qu'on peut mettre en place, c'est une plateforme de financement participatif. Alors, quelle est la différence avec les plateformes de financement participatif qu'on voit actuellement? Tout simplement, là, on a des projets qui sont validés, garantis par la région. Et en plus de ça, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une aide qui soit attribuée au prorata des fonds qui ont été levés. Par exemple, un boulanger qui a besoin d'une nouvelle machine peut très bien s'inscrire sur la plateforme et à la fin du temps imparti pour la levée de fonds, déjà s'il n'a pas atteint son objectif, les fonds lui seront quand même attribués et en plus de ça, la région participera sur un pourcentage des fonds levés. Ça, c'est une première mesure. Deuxième mesure qui va toucher directement l'emploi des jeunes, ça va être l'accompagnement des apprentis. Parce que ce qu'on constate, c'est que il y a un certain nombre d'entreprises qui refusent de prendre des apprentis parce qu'ils ont peur de s'engager pour une durée de 2-3 ans avec des jeunes où on sait qu'on n'a pas forcément toujours des jeunes qui sont motivés et aptes à faire ce qu'on leur demande. Donc là, on propose un fonds apprenti qui permettra de prendre en charge en fait le salaire de l'apprenti pendant les premiers mois. Si au bout de la période l'apprenti convient, l'entreprise continue avec cet apprenti et à ce moment-là prend le relais au niveau de la rémunération. Si ça ne convient pas, à ce moment-là, la région l'aidera à le reclasser dans une autre entreprise. Vous parlez de plateformes, je voudrais revenir sur les plateformes aéroportuaires. Le Parti socialiste propose un soutien financier pour assurer le développement de Châteauroux-Déole. Vous cautionnez? Bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir développer le pôle aéronautique au niveau de Châteauroux. C'est-à-dire que là, on avait des Chinois qui sont venus, qu'on dit voilà, on va investir 600 millions d'euros sur Châteauroux pour faire un vrai pôle aéronautique. Et on le voit d'ailleurs, on a énormément de maintenance maintenant sur Châteauroux. Les avions d'Air France viennent sur Châteauroux pour faire de la maintenance. Les pilotes Air France viennent s'entraîner sur Châteauroux parce que c'est moins cher au niveau des taxes. Et là, on a un vrai atout et on peut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire, faire un vrai pôle de maintenance aéronautique. On a déjà des entreprises spécialisées dans l'aéronautique à proximité. Je pense notamment à Zodiac sur Issoudun. Et après, on peut mettre en place justement toute une structure qui soit adaptée à un tissu économique local. Et ça, c'est une vraie révolution pour redynamiser le sud de la région. Et les fonds publics pour des
pour des compagnies low cost sur nos aéroports de Tours, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mine de rien, c'est quand même une bonne chose parce que ça va permettre d'avoir des villes de la région comme Tours ou Châteauroux qui vont être vraiment dans des destinations où les gens vont pouvoir venir. Et je crois que si mes souvenirs sont exacts, plus de la moitié des gens qui ont pris l'avion à Châteauroux, sur la ligne Châteauroux-Nice cet été, viennent du Berry. Donc là, on a un véritable atout et si on peut justement permettre le développement de l'aéroport de Châteauroux, eh bien, il faut le faire, bien que ce soit des compagnies low cost, mais c'est quand même des compagnies qui s'intéressent à nos villes de la région, donc c'est pour ça qu'il faut les aider. Et toujours d'un point de vue économique, l'agriculture qui est importante sur notre région est plutôt malade. Quelle est votre réponse pour rassurer les agriculteurs? Alors, je pense que les agriculteurs en ont marre de vivre de subventions en permanence. Ils veulent que leur travail soit payé à un juste prix. Donc, première mesure, c'est de mettre des prix planchers. Et quand on va acheter aux agriculteurs pour alimenter les cantines de la région, par exemple, on va se baser sur ces prix planchers. Et c'est des prix qui vont être justes et qui vont permettre de rémunérer l'agriculteur à hauteur de son travail. De même qu'il faut simplifier tout ça, parce que quand vous alimentez les cantines, vous avez un dossier qui est faramineux à constituer à chaque fois. Ça serait beaucoup plus simple de faire le dossier une fois par an, comme c'est fait, je crois que c'est sur Bourges où on a une plateforme comme ça. On fait le dossier une fois par an et puis après, régulièrement, on va sur Internet proposer les produits que l'on vend. Et ça permet d'avoir un peu moins de contraintes administratives et justement de travailler en toute sécurité. Autre point pour les agriculteurs, ça peut être au niveau de la gestion de l'eau. C'est vrai qu'on met souvent en fait les agriculteurs en opposition avec l'utilisation de l'eau. Et ça, je pense qu'il va falloir pouvoir rassembler tous les acteurs, donc les gestionnaires de bassins par exemple, et les différents agriculteurs autour d'une table pour voir comment on peut s'organiser pour la gestion de l'eau et avoir un vrai développement durable avec un essor économique qui pourra se dégager de ça. D'ailleurs, on va en parler le 16 novembre avec la Chambre d'agriculture. Autre sujet, l'éducation et l'enseignement. La gauche, dans son ensemble, propose la gratuité des transports scolaires, même s'il va y avoir sans doute des délégations départementales ensuite. Est-ce que vous trouvez que c'est une mesure démagogique? Moi, ce qui me choque dans les transports scolaires, c'est effectivement la délégation. C'est-à-dire qu'on dit, parce que les transports sont actuellement gérés par le département, on les refile à la région, mais qui va sous-traiter au département. Déjà, on tourne pas très rond là-dessus. En plus de ça, les transports scolaires sont quand même gratuits en Loir-et-Cher. Et l'été, jusqu'à il y a peu, aussi dans le Cher. Le coût, il est vraiment pas énorme. Et si vraiment on veut améliorer le maillage de services publics sur l'ensemble de la région, il va falloir justement mettre ces transports gratuits. Et ça, certes, c'est un coût, mais c'est ce qui va permettre d'avoir l'accès aux services publics, quel que soit l'endroit où on habite sur la région. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une bonne mesure à mettre en place, d'autant plus que pas mal de familles, là, je vois dans le Cher, n'étaient pas préparées à payer ces transports scolaires. On prévoit l'arrivée de 2000 lycéens supplémentaires à la rentrée 2017, d'où la nécessité d'ouvrir 2 nouveaux établissements, l'un dans l'Eure-et-Loir, l'autre dans le Loiret. Des projets que vous soutiendrez? Il y a une chose qui me choque au niveau des lycéens, c'est-à-dire qu'on veut absolument augmenter le nombre de bacheliers et on envoie énormément de jeunes maintenant en bac pro. Bac pro, ça peut être très bien, c'est un bac qui est adapté pour pas mal de personnes, sauf que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont complètement perdus, qui ne veulent pas continuer d'études
et on les envoie en bac pro. Et qu'est-ce qui se passe? On a des professeurs qui passent 3 quarts d'heure sur 1 heure de cours à faire de la discipline. Et ça, je pense que payer des enseignants pour faire de la discipline, c'est pas normal. Donc déjà, soyons un peu plus sélectifs sur la qualité des jeunes qui veulent faire un bac. Concernant les lycées supplémentaires, je pense qu'il faut quand même revoir aussi les cartes des différents lycées, parce qu'il y a une répartition qui peut être faite. Je pense notamment, par exemple, alors là, ça concerne l'Indre, le lycée Blaise Pascal, où il y avait eu une agression lors des événements Charlie, a vu le nombre de lycéens baisser drastiquement depuis la rentrée à cause de cette agression. Ça veut bien dire que des gens ont détourné la carte pour aller dans d'autres lycées. Donc commençons par imposer un certain nombre de lycées. Alors je sais bien que le jeu des options peut faire qu'on peut détourner, mais commençons déjà par avoir une gestion raisonnée et raisonnable de ces lycées-là. Et qu'est-ce que vous prenez pour améliorer l'apprentissage et la formation professionnelle? Au niveau de la formation professionnelle, ce que je constate, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont plus de 26 ans, qui veulent reprendre des études. Je pense notamment, il y avait un cas qui m'avait touchée quand j'avais fait du porte-à-porte, une jeune femme qui, à 18 ans, s'était mise en couple dans un petit village dans le fin fond du Berry, et qui a eu 3 enfants, et à 27 ans, elle se retrouve mère célibataire, sans le permis, coincée dans un village où il n'y a pas de transport, ou quasiment pas de transport, et elle souhaite reprendre une formation professionnelle, sauf qu'elle n'arrive pas à trouver de patron, parce que il faut savoir qu'à partir de 26 ans, le patron est obligé de payer l'équivalent du SMIC. Sauf que payer l'équivalent du SMIC pour avoir une personne qui est là présent 1 semaine sur 2, c'est pas normal. Donc il y a le fonds d'apprentissage qui peut permettre justement de prendre en charge une partie de ces frais-là et d'avoir une personne qui est payée au prorata du temps passé en entreprise, quel que soit l'âge. Donc ça, c'est une première mesure. Deuxième mesure, je pense qu'il faut aussi faire le tri au niveau des formations qui sont proposées. Quand je vois que les Fénoal dans l'Indre participent à un plan de reconversion, donc pour certaines, pour devenir esthéticienne, je me pose quand même la question, parce que dans l'Indre, on sait très bien que pour une offre d'esthéticienne proposée, vous avez 10 candidats. À quoi ça sert, sincèrement, de reconvertir des personnes qui sont justement licenciées dans un domaine où on sait très bien qu'il n'y a pas d'emploi? Donc il faut commencer par adapter les formations proposées au tissu économique local. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en adéquation avec les différentes personnes et les différentes entreprises présentes sur les différents départements. Pour terminer, une question un peu sur la culture, si vous le voulez bien. Philippe Vigier, donc la tête de liste pour la liste de la droite, l'Union de la droite et du centre, propose et imagine un Puy du Fou régional pour attirer un petit peu plus de spectateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour des manifestations plus populistes dans le bon sens du terme? Puy du Fou, Berrichon ou Loiretain, je pense plutôt Loiretain, sans doute. Oui, plutôt Loiretain, à mon avis. Je pense que c'est pas forcément une bonne solution. Il y avait un événement qui m'avait particulièrement marqué, c'était la Biennale de Sologne, qui coûte que 200 000 €, qui irrigue 20 villages en Sologne. Et ça, c'est de la vraie culture. Et c'est irriguer les populations locales au niveau culturel. Après, il ne faut pas oublier non plus les villes, mais c'est vrai que des projets énormes comme celui de la Maison de la Culture sur Bourges, il faut arrêter ça, alors que... Vous êtes pour l'arrêt d'un nouveau projet Maison de la Culture? Je suis contre la nouvelle Maison de la Culture. D'accord. Si vous voulez, j'ai des parents qui sont architectes. On sait très bien qu'il y a possibilité de faire
un projet dans les murs de l'ancienne maison de la culture, qui d'ailleurs se dégrade parce qu'on a cassé tout l'arrière, du coup la façade tient beaucoup moins bien. Et de toute façon, même si on fait un nouveau projet de maison de la culture, il faut quand même réhabiliter l'ancienne. Donc autant réinvestir sur l'ancienne. Il y a moyen de faire des choses bien. Il y a des architectes comme Christian Gimonet par exemple, qui ont fait des simulations de projets avec une considération économique plus ou moins viable, et ça il faut justement écouter les acteurs locaux et les professionnels. Et le FRAC, on a l'impression que vous ne pouvez pas voir le FRAC en pâture. Fonds régional d'art contemporain. Le FRAC, franchement, vous avez vu le bâtiment ? Et le problème c'est qu'on se dit oui, mais c'est de la nouvelle architecture, mais c'est pas une architecture pensée pour vivre. L'architecture, elle est là pour être au service des gens. Et là, la forme extérieure... Justement, elle est là maintenant, alors. On va pas la détruire, ça c'est sûr. Mais quel sort vous entendez lui réserver ? Une rentabilité de ce bâtiment-là doit être mise en place. C'est-à-dire que le bâtiment doit être, par exemple, loué pour faire des séminaires, doit être mise à disposition du privé justement pour amortir les coûts d'entretien de ce bâtiment. Il faut savoir qu'on a quand même eu que 37 000 € de recettes pour les 13 millions engagés, plus les 2 millions d'investissements par an. Donc il faut peut-être aussi penser, même si on pense culture, il faut peut-être penser aussi mettre la culture au service des habitants et non l'inverse.